on va faire un petit peu de JavaScript aujourd'hui. Vous allez donc dans la séquence HTML, CSS. Vous avez 3 nouveaux documents que j'ai ajoutés. On va aller sur le document 4, JavaScript. Donc l'objectif du cours, c'est pas de faire de vous des experts en JavaScript, mais vous donner quelques rudiments, quelques idées de comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est très similaire à Python pour beaucoup d'aspects, mais les syntaxes sont un petit peu différentes. Ça nous servira ensuite dans un second temps pour créer un jeu en fait sur une page web. Ce qui est important à comprendre sur JavaScript, c'est que c'est un langage qui est exécuté côté client. Donc quand vous téléchargez une page HTML qui contient un script, eh bien le serveur envoie la page HTML complète avec le code JavaScript. Et votre ordinateur, le client, exécute le code JavaScript qui va modifier, compléter, etc. la page HTML avant de l'afficher, enfin, ou après d'ailleurs. Donc c'est différent du PHP parce que le PHP est un autre langage utilisé dans les pages HTML. Mais dans le cas du PHP, le client exécute le code qui fabrique la page HTML et il n'envoie que le code HTML. Donc le script PHP est exécuté côté client, le script côté serveur et le script JavaScript est exécuté côté client. Alors, on va s'installer. Il va falloir utiliser à la fois Notepad et Firefox. Donc, vous allez ouvrir Notepad et Firefox. Donc, moi, j'ai déjà un Notepad qui est ouvert ici. Voilà. Vous allez donc sur votre clé créer un dossier que vous allez appeler CJS. Et dans ce dossier, vous allez créer un dossier image. Donc, chez moi, c'est déjà fait. J'ai créé un dossier CJS et dans ce dossier, j'ai créé image qui contient dumptree.png. Et donc, ce dumptree.png, vous allez le télécharger ici et vous l'enregistrez dans un fichier. Vous le mettez. Alors oui, je vais quand même vous montrer comment faire. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez toujours ici et vous faites afficher le dossier contenant le fichier. Voilà. Ici, vous pouvez faire CTRL-X et vous allez aller le coller à l'endroit voulu. Donc, pour moi, c'est dans JavaScript, ici, voilà, et dans CJS, voilà, et ici, dans Image, et vous faites CTRL-V pour coller Dumptree. Évidemment, il y était déjà, donc je l'enlève, je n'ai pas besoin de le voir deux fois. Voilà. Une fois que vous avez mis donc Dumptree, vous allez saisir le code HTML qui est ici. Vous pouvez faire un copier-coller de tout ce code. Et vous le collez en index.html. Alors pour moi, il est déjà occupé. Voilà, CTRL-V. Et vous enregistrez sous. Et vous le nommez index.html et vous le mettez bien dans le dossier JS, le CJS que vous avez créé. Vous allez créer deux autres. Alors, je vais les effacer parce que là, c'est après. Donc, vous allez créer donc nouveau. Voilà, ce qui vous crée un nouvel onglet. Et vous allez enregistrer sous style.css, puis vous allez faire pareil avec script.js qui pour l'instant est vide. Et à chaque fois, vous enregistrez sous. Donc, de manière à avoir donc, index HTML qui contient notre code HTML, style.css et script.js qui sont deux fichiers vides. Voilà, quand vous avez fait ça, il vous reste plus que dans Firefox à ouvrir le dossier. Donc vous ouvrez un nouvel onglet, ouvrir le fichier index.html, donc ouvrir un fichier et vous sélectionnez index.html et vous l'ouvrez. Et vous allez appuyer sur F12 de manière à faire afficher ici l'environnement de développement. Donc nous, on va se servir essentiellement de la console et du débugger. Voilà. Donc mettez la vidéo en pause, faites tout ça. Donc, et quand vous êtes prêt, vous reprenez la vidéo. Donc bien créer index.html avec le code, style.css et script.js qui pour l'instant sont vides. On va les utiliser par la suite. Voilà, donc j'espère que vous avez bien fait toute la partie installation. On va commencer par aller mettre un petit peu des choses dans script.js. Vous allez copier ces deux lignes, copie, vous les collez
dans script.js, là, et vous appuyez sur CTRL S pour enregistrer, et vous allez actualiser ici. Et alors, attendez, parce que là, il y a un truc qui s'est passé qu'on n'aurait pas dû. Voilà. Et puis, vous allez aussi ajouter dans style. Ah oui, alors avant ça, il faut que je vous montre un petit peu. Donc, ce document, ce document index.html contient un petit peu d'informations qu'on va regarder. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un document HTML? En fait, à la racine, on va dire qu'il y a le document et on va représenter ça comme un arbre. Donc, l'arbre contient une balise HTML qui elle-même contient une balise head et une balise body. C'est ce que vous voyez ici. Donc, la balise HTML, et qui se ferme ici, qui contient une balise head. Donc, le head, c'est un élément, et une balise body, qui se ferme ici, qui est aussi un élément. À l'intérieur du body, j'ai une balise H1, qui d'ailleurs n'est pas fermée et c'est pas normal. Ici, il devrait y avoir /H1. Voilà. Ensuite, il y a une balise P qui se ferme ici. Et vous voyez que cette balise P, j'ai ajouté ID égale para1. Donc ça veut dire que j'ai donné un nom à ce paragraphe, je l'ai appelé para1. ID, c'est-à-dire identification. Donc j'ai identifié ce paragraphe avec un nom qui donc doit être unique. Il ne peut pas y avoir deux éléments dans mon document qui auraient le même nom. Donc ici, on voit bien, dans body, j'ai H1, paragraphe, un bloc image, un élément image qui est ici. Voilà, et tout ça, ça forme mon body. J'ai même un deuxième paragraphe, pas noté dans l'arbre ici. Et puis dans un paragraphe, on peut avoir d'autres blocs. Par exemple, ici, dans ce paragraphe-là, non, j'ai pas mis, mais je pourrais mettre ici EM. Je mets en emphase le mot HTML. Et du coup, bah voilà, dans mon paragraphe, j'ai un bloc EM. Et donc, je représente tout ça comme une arborescence. Et JavaScript va se servir de cette arborescence pour aller extraire certains éléments et les modifier ou les modifier, voire même les créer dans certains cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Passons à la suite. Donc vous avez écrit ces deux lignes dans JavaScript, mais on n'a pas dit on n'a pas indiqué dans le fichier HTML d'aller exécuter ou charger ce code JavaScript. Pour ça, on va rajouter une balise script. Donc là, on met script src qui veut dire source égale script.js et puis la fin de balise /script. C'est très simple. Où est-ce qu'on va mettre ça? En fait, on a bien des possibilités. Moi, je vais le mettre ici. Alors, mon indentation est un peu bizarre ici. Je vais modifier ça. Voilà. Pas très joli. Donc, je vais aller mettre mon script src script.js ici, juste à la fin du body. J'appuie sur CTRL S. Je vais télécharger. Je vais actualiser la page. Et vous voyez que le paragraphe est devenu rouge. Alors, par contre, il y a un truc qui s'est passé. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que la balise /p, elle aurait dû être ici. Voilà. Ça, ça est revenu comme il était. Alors, donc un document HTML est un ensemble d'éléments qu'on peut représenter ainsi par un arbre. Ce paragraphe-là est devenu rouge. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous avons indiqué dans script.js. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Le mot-clé let, qui est une déclaration, nous allons voir plus loin à quoi il sert. P, une variable, égale, donc là c'est une affectation, comme vous avez l'habitude d'en faire en Python, et égale à quoi? Eh bien, document.getElément by ID de para1, et donc ça va aller chercher dans tout le document quel élément a l'ID para1. Et donc l'élément qui a pour ID para1, ben, c'est mon paragraphe ici, celui-ci, qui commence là, qui se termine ici. Et qu'est-ce que je fais avec cette variable p? Eh bien, je décide de changer le style du paragraphe, donc le style de l'élément. Je vais donc faire p.style.color égale red. Donc, je modifie le style de p et je lui attribue la couleur rouge. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, vous pouvez voir qu'ici, le
le JavaScript a pris le dessus sur le CSS. On va voir pourquoi. En fait, ici, comme on a mis l'appel à notre script à la fin du body, ici, eh bien en fait, le document a téléchargé, enfin le navigateur a chargé toute la page, appliqué la feuille de style, et juste à la fin, il est tombé sur l'appel du script JS, donc il a exécuté le script JS. Alors, on va voir ça de manière un peu plus claire. Oui, avant ça, je vais vous parler de getElementByTagName parce qu'on va l'utiliser aussi dans le prochain TP. Donc ici, on a utilisé getElementById et il existe aussi, alors il y a plein de façons de sélectionner les éléments, mais on peut faire getElementByTagName. Tagname, ça veut dire en fait le nom de la balise. Tag, c'est la balise, tagname, le nom de la balise. Et donc getElementByTagName, par exemple, je pourrais faire document.getElementByTagName, et puis ici, je mettrais P, ça sélectionnerait tous les paragraphes. Donc en fait, cette fonction me retournera une liste, comme en Python, et cette liste, ces éléments, ce sont les éléments en fait du document. Voilà, donc là, ce serait une liste qui contient tous les paragraphes. Si je mets P ici, je vais avoir une liste qui contient tous les paragraphes qui sont dans mon document. Donc après, je peux, par exemple, dans une boucle, aller modifier tous mes paragraphes. Donc là, j'ai pas besoin d'ID, je prends directement les balises. Alors, où placer l'appel au script? On va faire plusieurs façons de faire. Donc déjà, ici, on peut écrire le script directement dans le code HTML. Par exemple, ici, on a une balise script. À l'intérieur, on a du code JavaScript. Alerte, c'est une fonction dans JavaScript. On va voir ce qu'elle fait. Alerte au secours. Et puis, /script. Donc là, on n'a pas de fichier extérieur. On va directement mettre le code. Alors, on va mettre ça dans le head. Juste arranger un peu les indentations parce que je les trouve horribles. Ils sont horribles d'ailleurs. Ah, et puis voilà. Dans le head, j'ai ajouté cet appel script alerte au secours et je vais, alors j'appuie sur CTRL S toujours pour sauvegarder et j'actualise. Là, vous voyez que avant même de charger la page, il n'y a rien, la page est entièrement blanche, enfin grise d'ailleurs, alerte au secours. Je dis OK et maintenant il charge ma page. Je vais faire la même chose, mais je vais mettre ça dans le body. Donc là, par exemple, au début du body, je vais mettre script, l'appel de la fonction alerte au début du body. Style, eh bien, finalement, pareil, il n'a pas encore affiché le body, donc il n'a rien affiché, et voilà. Par contre, si je le mets ici, juste avant l'appel à l'autre script, cette fois, vous voyez que mon paragraphe est bleu. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le mettre dans le CSS, donc chez vous, il ne sera pas bleu. Bon, voilà, on va faire en sorte. Et donc, quand je vais dire OK, il devient rouge. Alors, pourquoi il est bleu? Parce que j'ai dû mettre dans CSS. Alors non, parce que j'ai pas fait de sauvegarde. Donc, dans CSS, vous allez rajouter dièse para 1. Color. En fait, mon paragraphe à moi est bleu. Et chez vous, il ne doit pas l'être. Donc, j'actualise. Voilà. Vous voyez qu'il est bleu. Et quand j'appuie sur OK, il devient rouge. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a exécuté ce script ici, alerte au secours, qui attend qu'on clique sur OK. Une fois qu'on clique sur OK, il termine de charger la page et il exécute script.js. Ce qui est important de voir, c'est que dans un premier temps, il a vraiment exécuté la mise en bleu du paragraphe telle qu'elle est définie ici dans le CSS, mais ensuite, il a exécuté le script.js qui met en rouge, et donc du coup, il l'a exécuté à la fin, quand il termine de charger, le paragraphe est rouge. Voilà, ce qui fait qu'en fait, on ne voit même pas qu'il est bleu. Si j'enlève cet appel-là, voilà, hop, ça s'affiche directement en rouge. On ne voit même pas le passage par du bleu puisqu'il exécute tout et donc il nous rend la page finale. Voilà, donc du coup, on peut effectivement aller mettre un script à différents endroits, mais nous, on va rester sur cette méthode-là avec
le script que j'ai mis ici à la fin du body et qui est écrit dans un fichier séparé, qui est script.js. Alors, au niveau de l'indentation, on peut créer des blocs. Par exemple, je vais créer un bloc ici. Pour créer un bloc, on met une accolade ouvrante et puis une accolade fermante. Alors du coup, à l'intérieur du bloc, on va indenter de cette manière-là. En Python, on ne fait pas ça. Enfin, on crée des blocs aussi en Python, mais que quand on a une boucle for ou un test conditionnel ou une fonction, et puis il y a d'autres cas. En JavaScript aussi, on va le faire dans ces cas-là, mais on peut même créer des blocs comme ça à tout moment. Et on verra l'intérêt que ça a, ça permet de définir des variables qui n'existeront que à l'intérieur du bloc. Là, pour l'instant, on va juste se contenter de retenir qu'on indente les blocs de manière à les rendre plus lisibles. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Si j'exécute ce code, il n'y a absolument rien qui a changé. Il fait exactement la même chose qu'avant. Simplement, j'ai mis la définition du style dans un bloc. Et c'est essentiellement pour de la lisibilité. Au niveau des variables, donc on crée des variables. Alors vous avez vu, hein, on a créé une variable P. Les noms des variables doivent vraiment respecter. Alors c'est pas obligatoire, hein, ça marchera très bien si vous le faites pas, mais c'est une convention. On respecte la convention camel case. Alors, vous voyez par exemple get element by id, c'est get prendre élément, un élément défini par son ID, son identification. Donc les fonctions JavaScript sont écrites comme ça en camel case et les variables que vous créez, vous, dans vos codes JavaScript, doivent respecter la convention camel case de manière à rester homogène et à faciliter la lecture. Encore une fois, c'est juste une question de lisibilité du code. On va voir tout de suite l'équivalent de print, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut écrire. Alors, vous allez copier ce code et vous allez le coller dans script.js. Vous faites CTRL bien sûr pour enregistrer et vous exécutez. Et là, vous voyez qu'il a écrit i égale 3. Donc ici, c'est comme si on avait écrit console.log, c'est comme si on avait écrit print en Python, si vous voulez, print i égale plus i. Ici, j'ai mis plus, c'est une concaténation de chaînes. Alors, en fait, i, c'est pas une chaîne, hein, c'est un nombre, puisque j'ai fait i égale 3 ici, mais il a automatiquement, quand on lui demande de concaténer une chaîne et un nombre, il a automatiquement converti le nombre en chaîne. En Python, on aurait été obligé d'écrire plus str de i, pour dire qu'on veut convertir i en string. En JavaScript, il va convertir lui-même. J'aurais aussi bien pu mettre une virgule, hein, et ça vous avez l'habitude, on fait ça aussi en Python. Et si vous mettez une virgule, vous voyez bien que ça donne la même chose. Donc console.log, c'est l'équivalent de print et ça écrit dans la console. Voilà. Alors, structure des blocs, on en a déjà un tout petit peu parlé. Je vais vous donner par exemple un bloc if. Alors, if i est égal à 3. Et là, au lieu de mettre deux points, on met une accolade ouvrante. On va décaler ça. Et on va mettre une accolade fermante. Donc c'est pratiquement la même syntaxe qu'en Python, sauf qu'il faut des parenthèses ici. Et puis, au lieu des deux points, on met une accolade ouvrante. Et à la fin du bloc, on met une accolade fermante. On doit terminer théoriquement par le point virgule que j'oublie toujours. Voilà. Et quant à la notation qui est ici, elle est comme en Python, mais en fait, elle est facultative. Elle n'a pas d'influence sur le déroulement. Donc là, du coup, il affiche bien i égale 3. Si j'avais mis if i égale 4, ça n'aurait pas marché. Il ne va rien écrire. Tout simplement parce que j'ai défini i égale à 3. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est écrit exercice, là il faut que j'enlève ça. Trois manières de déclarer les variables en JavaScript, soit avec let, const et var. On va commencer par regarder let et var qui sont très proches. On verra const un petit peu après. Donc vous copiez ce code, let mavar égale false et console.log mavar. Je laisse et j'actualise. Voilà, et il m'affiche bien false, rien de fantastique ici. Je déclare ma var et je lui donne une valeur qui est false et
je lui ai fait afficher dans la console la valeur de ma var. Euh, on n'est pas obligé de donner une valeur avec let. On peut faire let ma var, tout simplement. Et là, on a juste déclaré. Alors, si j'exécute ça, c'est là, eh bien, vous voyez que j'obtiens un message ici, undefined. Évidemment, j'ai déclaré ma var et je lui ai demandé d'écrire la valeur, mais comme je n'ai pas donné de valeur à ma var, évidemment, il me dit, bah, ma var n'est pas définie. En fait, elle est déclarée, mais elle n'est pas définie. Par contre, si j'ajoute par exemple ma var égale 2, et ma var vaut bien maintenant 2. Donc que je l'écrive comme ça ou ça, sans faire, ça sera pareil. Et si je veux, une fois que j'ai déclaré, si je veux modifier la valeur de ma var, S, var vaut bien 3, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc je peux déclarer et lui donner une valeur, ou alors déclarer et lui donner une valeur plus tard dans mon code. Je peux lui donner une valeur et modifier la valeur. Voilà, donc j'ai juste créé une variable et que je peux manipuler comme vous en avez l'habitude en Python. Alors, on va faire pareil avec var, et vous allez voir que c'est très proche. Hop. Donc là, alors non, là, il n'y a pas var, pardon. Excusez-moi. Là, on ne déclare pas. Oui, mais alors du coup, ah oui, d'accord, oui, je sais pourquoi j'ai fait cet exercice. Donc là, on crée une variable mavar. Alors là, on la déclare pas. Il n'y a pas let, il n'y a pas var, il n'y a pas const. On la déclare pas. On verra après ce que ça veut dire quand on fait ça. Donc on crée une variable mavar égale true et on l'écrit dans la console. Et puis maintenant, on fait mavar égale mavar plus mavar et on l'écrit dans la console. On sait peut-être que ça va donner un message d'erreur. Ça serait pas idiot parce qu'en Python, non d'ailleurs en Python ça marcherait aussi. Donc reprenons, je crée ma var égale true, console.log ma var, et il affiche bien que ça vaut true. Ensuite, je fais ma var égale ma var plus ma var, donc true plus true, et là, il me dit que ça fait 2. En fait, quand on additionne les booléens, true plus true, ben, true, en fait, ça vaut 1. Donc, quand il a besoin d'additionner comme ça, il a besoin de convertir, et là, il convertit en nombre entier, et donc il dit, ben, true, ça vaut 1, et 1 plus 1, ça fait 2, c'est pour ça qu'il vous affiche le 2. Bon, c'est pas très important dans le déroulé de ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, mais en passant, je vous montre ça. Alors, beaucoup plus intéressant, ceci. Moi, je copie ce code, je fais CTRL-S et je vais actualiser. On va regarder un petit peu ce que fait ce code. Vous voyez qu'ici, j'ai obtenu un message d'erreur. Quand c'est en rouge, comme ça ici, c'est qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Let mavar égale 1, comme d'habitude, console.log, avant le bloc mavar égale mavar 1. Donc, avant le bloc mavar 1 égale 1, c'est logique puisqu'on lui a bien donné la valeur 1. Ici, on crée un bloc if, donc if true, donc il va forcément l'exécuter puisque true est toujours true. Mavar plus égale 2, comme en Python, hein, donc maintenant c'est mavar 1, donc maintenant mavar 1 vaut 3, et il affiche bien mavar 1 égale 3, tout va bien. Ensuite, mavar 1 plus égale 1, et donc après le bloc, maintenant mavar 1 vaut 4, il n'y a pas de problème. Ensuite, on crée un nouveau bloc, et là, on crée mavar 2, qui vaut 2. Et dans le bloc, donc mavar 2 vaut mavar 2, qui vaut 2. Et quand on sort du bloc, après le bloc, et qu'on lui demande d'afficher mavar 2, là, il nous dit mavar 2 is not defined. Alors en fait, vous voyez qu'ici, quand j'ai fait let, j'ai créé une variable 1 que je peux afficher en dehors juste après, dans le même bloc, mais que je peux aussi afficher dans un bloc qui est à l'intérieur du bloc initial. Par contre, ici, j'ai créé une var 2 qui est définie dans ce bloc, et en fait, elle n'existe que dans ce bloc. Donc, quand je sors du bloc, à la fin du bloc, et que je demande d'afficher ma var 2, il me dit qu'il ne la connaît pas. D'accord? Donc, let, en fait, nous définit une variable qui va être connue dans le bloc, et aussi dans les blocs qui sont à l'intérieur de mon bloc. Si je crée un nouveau bloc ici, je n'ai même pas besoin de mettre un if, je peux créer des blocs
un nouveau bloc, et à l'intérieur de ce bloc, bah, ma var 1 sera toujours connue. Voilà. Alors, je vais dire dans le sous-bloc, parce qu'on fait dans l'affichage dans la console. J'appuie. En sous-bloc, ma var 1 vaut toujours 3, elle est connue. Alors que là, eh bien, ma var 2, elle est définie que dans ce bloc-là. Et quand je remonte au bloc supérieur, c'est-à-dire à la fin de ce bloc-là, quand j'en sors, eh bien, elle n'existe plus. Donc en gros, c'est une histoire de portée des variables. Avec let, les variables sont connues uniquement dans le bloc. Alors, on va prendre ce bloc, ce code-là, illustrer ça un petit peu plus en détail. Ah, je vais l'exécuter tout de suite. Voilà. Alors, ici, on a créé une variable mavar2. Ensuite, on a créé mavar3. Et puis, on a modifié mavar2 dans le bloc. Et on fait afficher les deux. Alors, au début, mavar2 vaut je suis mavar2. Mavar3, je suis nouvelle. Je suis mavar2 qui a été modifié dans le bloc. Et quand on sort du bloc, mavar2 vaut toujours je suis mavar2. Donc, elle a été modifiée dans le bloc. Elle a gardé sa valeur. C'est bien la même variable. Par contre, mavar3 is not defined, ben oui, parce qu'elle a été déclarée à l'intérieur du bloc. Alors, on vous demande en exercice de corriger, d'expliquer le message d'erreur envoyé par la console sans bien le faire, modifier pour que, pour que la variable mavar3 s'affiche dans la console sans enlever les accolades. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déclarer mavar3 avant, en dehors, à ce niveau-là. Et du coup, ça va fonctionner. Le message d'erreur, puisque là maintenant, j'ai déclaré ma var3 en dehors du bloc, donc elle est connue dans tout le code. Alors voilà pour let. Il y a une petite différence avec var, on va le voir tout de suite, mais vraiment c'est assez subtil, la différence est pas énorme. On va copier ce code-là. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une fonction var test. Donc la fonction c'est un bloc, hein. Voilà. Dans ce bloc, on crée une variable x, et puis on crée un nouveau bloc, et là on modifie la var x. Et vous allez voir que c'est la même variable. C'est-à-dire que ici, la var x, normalement, si on avait, avec ce qu'on vient de voir juste avant, elle est déclarée en dehors de ce bloc-là. Donc du coup, elle devrait, voilà, elle devrait pas être la même variable. Alors que si on va, après on va le faire avec let, et vous allez voir que dans le cas de let, c'est bien deux variables différentes. Alors, j'exécute tout ça. Je ne sais pas si j'ai sauvegué, je vais faire un j'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il affiche rien? Eh bien, parce que j'ai oublié d'appeler les fonctions. Donc, on va appeler var test et on va appeler let test. Voilà. Et en fait, là, on aurait même pu ne pas mettre le var. Ça change rien du tout. Donc, on déclare une variable ici avec var. Elle est connue dans le bloc. Mais du coup, si on met var ici, là, on redéclare une nouvelle variable x, mais en fait, c'est la même, parce que comme c'est avec var, la variable est connue dans toute la fonction. Donc, en fait, var déclare une variable qui est connue dans toute la fonction, au niveau de la fonction, alors que let déclare une variable qui est connue que dans un bloc. Et donc, quand je fais let x ici, eh bien, j'ai déclaré une variable qui n'existe que dans ce bloc, et qui donc n'est pas la même que celle que j'avais déclarée ici. Alors c'est assez dangereux de faire ça, hein, parce que là, en gros, il vaudrait mieux leur donner des noms différents, mais en tout cas, retenez bien que let déclare une variable qui n'existe que dans son bloc et dans les sous-blocs, alors que var déclare une variable qui est connue dans toute la fonction. Et je ne peux pas avoir deux variables x dans une même fonction, ce sera forcément la même variable, alors qu'avec let, je peux très bien avoir deux variables qui ont le même nom, mais qui ne sont pas valables à l'intérieur du même bloc. Voilà, alors c'est un peu subtil tout ça, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal au début,
mais ça n'est pas si important.